Clés de la ville, en direct de Montpellier, une coproduction Radio.imo et Le Figaro Immobilier, présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Arkea Bank et Maxime.fr. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et oui, nous sommes à Montpellier, 8e étape des Clés de la ville. On est ravis d'être avec vous. Voilà, le pari que nous avions fait dans cette tournée, c'est d'aller au cœur des territoires. Avec moi, comme d'habitude, mon complice de toujours, Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Merci Olivier d'être avec nous. Alors, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien, on est très heureux. Merci Sylvain. Donc, merci à tous d'être présents. 8e rendez-vous, les Clés de la ville, donc émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. On rappelle que tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité et par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais pas que aussi, révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Et donc après Nantes, après Lyon, après Paris, Toulouse, Caen, Lille et Annecy, c'était le mois dernier, eh bien on est à Montpellier et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, Mickaël Delafosse, bonjour, maire de Montpellier, que nous avons le plaisir d'avoir dans l'émission. On parlera bien sûr avec vous d'urbanisme, de logement, de permis, d'argent aussi, parce que se loger, ça coûte parfois très cher. Et puis on parlera avec Christian Lepêtre, qui est ici présent, qui est le président d'Antinéa, représentant du fichier Amepi pour le département de l'Hérault, on va dire. Partage de mandat pour l'Amepi, on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Et puis du logement neuf, il en sera question avec Roch Angelotti, directeur général du groupe Angelotti, promoteur immobilier à l'occasion de la rubrique Parlons territoire d'Arkea, entreprise institutionnelle. Et puis la rénovation sera à l'honneur avec Pierre Leroy de Maxime. Et puis comme toujours, donc des reportages et l'histoire avec l'expertise, cette fois-ci de Jacques Vallet. Les Clés de la ville, l'édito. Située entre mer et montagne, c'est une ville millénaire, Montpellier. C'est un carrefour de commerce et de savoir. C'est un patrimoine, surtout architectural, qui est magnifique, qui est riche, avec son superbe centre historique médiéval, aux ruettes un peu bucoliques, avec des petites placettes pittoresques où il est agréable de se balader. Et disons-le, vous aurez de quoi faire pour vous promener dans le centre-ville de Montpellier, l'un des plus vastes espaces piétonnés d'Europe. On ne le sait pas assez, il faut le rappeler. Et ce n'est pas moins 1000 ans d'histoire qui défileront sous vos yeux entre édifices médiévaux, immeubles haussmanniens ou néoclassiques. La ville joue la carte de la convivialité avec, on l'a dit, son centre historique plein de charme et ses terrasses baignées de soleil. Un musée à ciel ouvert, loin d'être figé. Le street art disséminé dans le centre historique apporte encore plus de dynamisme à l'ensemble. Je sais, c'est lyrique. Des vélos encastrés dans les murs, une envolée de cœurs sur une façade, des fresques colorées. L'art est à chaque coin de rue. Et puis Montpellier, c'est aussi la plus ancienne université de médecine, toujours en activité dans le monde occidental. Elle vient de fêter d'ailleurs son 800e anniversaire. Un véritable dynamisme universitaire, pas moins de 80 000 étudiants. Montpellier est l'une des rares villes en France où l'apprentissage linguistique est un facteur d'activité touristique. En résumé, une ville moderne avec un centre historique aux allures de village. C'est d'ailleurs l'objet du reportage que vous allez voir. Nous l'avons tourné cette semaine dans les rues de votre ville, monsieur le maire. Il y a dans le centre historique de Montpellier des quartiers, des places aux allures pittoresques, parsemés de rues piétonnes, bordées d'arbres, de terrasses de café, de petits commerces, bref, un village dans une ville aux 1000 visages. Ici, nous sommes donc sur la place de la Comédie, donc un peu une image un peu emblématique de cette ville, au cœur peut-être d'un ensemble piétonnier parmi, on a dit, les plus vastes d'Europe, entre la Comédie d'une part, la place de la Comédie, et l'esplanade ici, qui conduit au Corum. Donc c'est une ville qui date de la fin du premier millénaire et qui était une sorte de bourgade quelque part, quoi.
Rapidement, au début des années 60, Montpellier a pris, je dirais, une autre dimension. Il y a une politique effectivement d'industrialisation, l'arrivée d'IBM, l'arrivée autour du pôle santé de ce laboratoire pharmaceutique qui s'appelait à l'époque Clamidi, qui est devenu Sanofi. Et donc ça a été effectivement un booster pour l'économie locale. Donc secteur tertiaire très important, secteur commerçant et secteur également lié à ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire bâtiments, travaux publics, voilà. Un air bucolique qui fait le charme d'une ville remplie d'histoire. Si on s'amusait soit un avion, mais maintenant avec un drone, à survoler la ville, et on voit la trace de son évolution. Et donc cet écusson est représentatif effectivement d'une évolution qui est contenue, qui est organisée, avec des pouvoirs qui n'est pas identiques à ceux que l'on connaît aujourd'hui, qui est très organisée et qui donne une lecture de quelque chose de cohérent, riche de ses places, de son architecture. Ensuite, on a donc la lecture d'une volonté politique au début des années 60 avec la construction de la ZUP de la Paillade. Il s'agit, comme partout en France, de résorber les bidonvilles. Et après, dans les années 70, c'est un peu du n'importe quoi. Dans les 60-70, on laisse faire au petit bonheur la chance les initiatives des promoteurs qui construisent comme des tâches, quoi, en quelque sorte. Et arrive Frêche, on a une municipalité Georges Frêche en 77, on reprend à nouveau la maîtrise de ce développement face à une pression démographique qui ne se dément pas. Aujourd'hui, on s'aperçoit malgré tout que la pression sur les prix est telle qu'une partie de la population classe moyenne ne trouve plus tout à fait son compte suffisamment pour prétendre habiter même la ville elle-même. Donc un des grands enjeux aujourd'hui des pouvoirs publics, donc de la ville et de la métropole, est d'avoir une offre de logement pour cette classe intermédiaire. Donc il y a un enjeu pour les promoteurs, pour les investisseurs, de participer, de coproduire une offre de logement où chacun peut trouver sa place, parce que la mixité, la variété, la complexité d'une société, c'est ce qui fait sa richesse, et éviter donc une sorte de confrontation brutale entre les classes les plus populaires et les classes les plus riches. La ville se dévoile au fil des balades en gardant tout de même ses petits secrets. Voilà la découverte d'une ville qui attire chaque année de nouveaux habitants. Voilà, de retour sur le plateau, je voudrais qu'on applaudisse Jacques Vallée qui est avec nous ici sur les clés de la ville. Voilà, un grand merci. Alors moi, ce que j'aime chez vous, c'est votre côté à la fois un peu lyrique. On voit que vous aimez cette ville. En tout cas, vous la connaissez bien et ce que vous avez dit sur le logement est extrêmement important. Les clés de la ville, le CV de l'invité. Monsieur le maire, en tout cas, merci d'avoir accepté le jeu des questions, n'est-ce pas, Nicolas? On va connaître un peu mieux notre invité. Ah oui, faire un CV en quelque sorte de l'invité en quelques mots, quelques minutes. Mickaël Delafosse, sous la politique du coureur de fond. Voilà le titre que j'ai trouvé pour cette chronique. Vous avez su être patient, attendre votre moment, gravir les échelons prudemment, patiemment, intelligemment aussi. Retour dans le passé donc, Mickaël Delafosse, où vous vous engagez dès l'âge de 15 ans au Parti Socialiste. Vous commencez par monter un syndicat autonome dans votre lycée à Montpellier, avant d'adhérer à l'Union nationale des lycéens. Votre vie politique, c'est une histoire de bande. D'abord celle des jeunes rocardiens qui trustent les places dans le MJS et le syndicat étudiant UNEF. Vous allez vous former, vous, le jeune professeur d'histoire géo, vous allez prendre du galon. Vous êtes même d'ailleurs à un moment président de la mutuelle des étudiants, la LMDE. Votre parcours d'apparatchik parisien semble tout tracé et pourtant, vous préférez retourner dans votre ville, à Montpellier, une ville que vous n'avez jamais quittée des yeux. Vous étiez d'ailleurs toujours prof d'histoire au collège Foncarade au début de l'année 2020. Il y a plusieurs mois, dans la tempête électorale montpelliéraine, vous êtes l'homme de la gauche tranquille, vous gardez votre cap. Vous êtes plutôt du genre à convaincre plutôt que de contraindre, avec une ambition, celle de placer Montpellier au centre de l'échiquier, avec des politiques concrètes, écologiques, menées avec patience et méthode, comme vous avez su toujours le faire. Merci Nicolas. Alors, est-ce que ça retrace assez fidèlement un petit peu votre CV? Alors très court, bien évidemment. Rapide. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est que la notion de coureur de fond, de plus un marathonien qu'un sprinter, c'est vrai, c'est très juste. Et après, il faut tenir la distance. Et j'ai un engagement pour la ville. Il y a peut-être un point qui mériterait à compléter, c'est que moi j'ai eu la chance de militer. C'est un mot pour moi qui
sans s'être engagé aux côtés de Georges Frêche, qui fut celui qu'on a surnommé le maire bâtisseur, pour lequel Jacques Vallée a travaillé. Et ça, vous voyez, vous avez dit le mot que je conteste, c'est apparatchik, parce que moi, j'ai jamais vécu de la politique. Mais quand vous apprenez aux côtés de quelqu'un comme ça vous façonne. Et dans la période où tout se joue sur Twitter, à l'immédiat, ou la polémique de fond de canapé, vous voyez, ça vous donne une idée du tempérament et la volonté de changer les choses. Et Hélène Mandroux, quand elle lui a succédé, j'ai été élu à la culture, mais aussi à l'urbanisme. Et ça va nous aider à pouvoir échanger là-dessus, puisque j'ai un regard très convaincu sur le sujet. Merci en tout cas, monsieur le maire. Olivier. Est-ce que pour vous, déjà, on parle d'urbanisme, mais aussi de beauté de la ville. Est-ce que Montpellier est l'une des plus belles villes de France pour vous ? Du monde. Du monde. Très bien. Pourquoi ? Non, mais Montpellier, si vous voulez, c'est une ville qui est très singulière. D'abord, c'est une ville du Moyen-Âge. 26 novembre 1985. C'est une ville qui a été prospère dès le départ et qui est profondément cosmopolite, ouverte aux idées nouvelles, aux hommes et femmes. Et ce brassage, c'est l'identité de la ville. Vous prenez dans les rues de l'Écusson ou prenez le tramway, vous entendrez parler plusieurs langues. Et donc, une ville qui a des influences de l'extérieur, qui est très attractive. C'est une ville aussi qui, dans sa période plus récente, a eu une culture du projet urbain. Il y a eu des moments de relâchement. J'ai été élu parce que les Montpelliérains et Montpelliéraines ont senti qu'il y a eu du relâchement, mais qui a porté une vision. Du relâchement dans quel sens ? C'est-à-dire du relâchement ? Du relâchement parce qu'il n'y avait plus de projet urbain et l'urbanisme qui doit être maîtrisé. L'urbanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est du projet. C'est défendre des convictions sur l'aménagement de l'espace public, sur la typologie des logements, sur la place du beau, ou plutôt de la controverse sur l'esthétique. Il y a des bâtiments, vous ne les commentez pas. Ils laissent indifférents. Et il y a des bâtiments, ils vous passionnent parce que soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Mais quand vous faites ce débat architectural, donner du sens et on regarde la ville, on se dit waouh, c'est bien. Et donc, il y a eu du relâchement et les gens ont dit mais ce jeune homme là qui a 44 ans, il a plein d'énergie, il connaît bien ses dossiers et il va pouvoir s'occuper de projets d'urbanisme. Vous avez aussi dit quelque chose, je trouvais très bien, fait référence à BMX, à Sonra, à l'hospitalité que la ville est capable de faire aux idées nouvelles, au street art. Ça dit des choses d'une ville. Il y a des gens, ils disent, mais nettoyez-moi ça tout de suite. Nous, il y a une forme de bienveillance. Et si on s'aventurait à nettoyer, mais les Montpelliérains défendraient. Une sorte d'hospitalité avec nos chercheurs. Il y a ici un écosystème absolument incroyable qu'il faut d'ailleurs soutenir. Voilà, parce qu'on est la ville qui a la plus ancienne faculté de médecine au monde encore en activité. Et ça, c'est un joyau. Je suis allé le dire au président de la République. Il ne savait pas, mais je ne lui en veux pas, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à gérer. Mais ça, c'est un atout. Et être une ville de science, une ville de recherche, dans ces temps où l'obscurantisme, la défiance... Mais ça veut donc dire qu'on est une ville du progrès, une ville de grande tradition d'humaniste, et qui doit maintenant être à la hauteur des défis du siècle. L'enjeu écologique, l'enjeu d'être une ville... on dit inclusive, mais d'être une ville pour tous, où, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, on puisse y trouver sa place. Il n'y aurait rien de pire que Montpellier, l'humaniste et sa grande tradition médicale, soit une ville qui exclut et qui rejette. Et ce sont des défis immenses qui nous attendent, écologiques, de cohésion sociale, et d'être la ville qui contribue à écrire un récit de la modernité, c'est-à-dire une ville désirable, une ville qui invente l'avenir et ce petit bout de terre sur la grande terre ou cette grande métropole dans notre pays, si elle réussit, elle contribue à faire réussir notre pays. Et moi, je suis peut-être dans le portrait que vous avez très gentiment fait, je suis quelqu'un de profondément optimiste, confiant dans l'avenir, parce que je pense qu'on n'a pas de temps à perdre dans les polémiques et les petites postures. Mais ça veut dire aussi une ville bâtisseuse. Montpellier, c'est l'engagement aussi de bâtir. On l'évoquera tout à l'heure sur le 9. On va en parler. Pour rebondir quand même. Une ville bâtie, c'est une ville qui a des projets. Ouais. C'est une ville qui invente. C'est pas. On peut bâtir, hein. On peut bâtir. On
peut aussi bâtir n'importe comment. On peut d'ailleurs bâtir du néant. Non, ce qu'il faut, c'est édifier. Édifier quelque chose qui fait du sens, qui dit de nous, qui dit de la fierté pour l'ouvrier qui va bâtir, pour l'entrepreneur qui porte le projet, pour les habitants qui autour se disent « Waouh, ça se passe chez nous ». C'est très important. Moi, je connais bien la profession de l'immobilier. Des gens fascinants. Puis il y a des gens, ils disent « il vous faut des permis, des permis ». Ils sont tristes à pleurer, ça. Non, mais je ne sais pas si les maires parlent comme ça. Moi, je parle comme ça. Moi, vous voyez... Non, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui parlent comme ça. Je confirme. Ils sont gentils. Non, mais je confirme. Attendez. C'est singulier. Résultat, à la fin, c'est quoi? On devient fade. La France, elle va être fade. On va être derrière la Chine. On va devenir des nains. Donc, il faut porter des choses. Je vais vous raconter une histoire. J'étais l'adjoint à l'urbanisme d'Anne Mandrou. Jacques Vallée se souvient très bien de cette histoire. Et Montpellier était classé parmi les 50 destinations au monde par le New York Times pour son architecture contemporaine. Wow. Jean Nouvel, Zaha Hadid, Fouxas, puis et tout. Et alors moi, je deviens adjoint à l'urbanisme, et alors bon, ça nous avait coûté 500 millions d'euros, donc comment on tient le rang? Et à un moment, je suis allé voir les promoteurs, qui étaient ennuyeux, leur histoire de mètres carrés, blabla, tout. Bon, non, mais ils font leur travail. Mais moi, je dois faire le mien. Et je leur ai dit, mais je vais vous challenger. Je vais vous trouver des terrains qu'on va vendre. Et ce n'est pas le PLU qui dit le projet, c'est le projet qui fera le PLU. On a appelé ça les folies architecturales. C'est l'arbre blanc de Sou-Fujimoto. Et bien, il y a des équipes qui se sont challengées. Il y en a qui n'ont pas gagné, soit les deuxième, troisième, mais ça leur a fait du bien. Et on a fait ça. Folie divine, Sou-Fujimoto. Et Montpellier, on en a parlé pour son architecture. Et les Montpelliérains, vous savez, Jacques disait, la comédie que tout le monde connaît, l'endroit le plus instagrammé de la ville, c'est l'Arbre Blanc. C'est l'Arbre Blanc. Et donc, vous voyez, à un moment donné, vous faites votre pas de côté, vous arrêtez vos petites postures qui sont impuissantes, et vous dites, on y va, on ose. Et les opérateurs qui ont porté ça, le politique qui a porté ça, et les habitants qui ont soutenu ça, ben, ils voient bien que leur ville, elle a avancé. Alors, voilà, si vous êtes venu à Montpellier, c'est pas pour entendre parler de médiocrité. Alors, je vais vous dire, nous qui voyons beaucoup de villes, on est un peu les saltimbanques de la radio, je confirme une chose, Michael Delafosse, c'est qu'effectivement, vous avez une sacrée singularité. Alors, vous prenez le pari, effectivement, parce que vous avez cette réputation de toujours répondre directement aux questions. C'est bien l'objet du jour, et merci encore de jouer le jeu pour cela. Alors, ce que je vous propose, vous parlez des professionnels de l'immobilier. Oui. Là, on va enchaîner tout de suite avec une virgule qu'on appelle « Parlons bien » avec Christian Lepêtre, qui est Alpha, ça veut dire ambassadeur local du fichier Amépi. Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amépi. C'est le moment donc de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Montpellier avec notre premier invité, donc en plateau, responsable local, on va dire départemental du fichier Amépi, Christian Lepêtre, un président d'Antinéa, avec peut-être pour démarrer 3 repères, 3 chiffres clés. Le premier, c'est 3 000. Comme 3 000 €, c'est le prix médian au mètre carré d'un logement dans l'ancien à Montpellier. Ça, c'est selon les statistiques des notaires. On est en gros entre 2 500 et 3 500 € du mètre carré, avec bien sûr de fortes disparités. Dans le centre historique, le cœur de ville, on dépasse souvent, je crois, vous allez le confirmer, les 4 000 € du mètre carré. 7%, c'est la hausse de prix sur un an. Et puis 2113. Qu'est-ce que c'est que 2113 ? Eh bien, c'est le nombre de ventes de maisons et d'appartements qui ont été réalisées officiellement à Montpellier en 2020. Preuve, je crois, d'un fort dynamisme de l'activité. Et puis Montpellier, toujours bien classé dans les palmarès des villes où investir. Comment se porte l'immobilier à Montpellier ? Je pense que vous avez déjà dit beaucoup de choses, il me semble. Bon, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que déjà sur Montpellier, sur Montpellier, nous avons déjà intramuros, nous avons à peu près moins 40% de mise en vente. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui un déficit de biens à vendre sur Montpellier qui est lié bien sûr à la crise parce que les gens demandent énormément d'extérieur, c'est évident, mais il y a quand même des biens qui sont relativement exigus, des biens qui n'ont pas de terrasse, des biens qui n'ont pas d'extérieur, et aujourd'hui la grande demande c'est évidemment l'extérieur. Donc on a sur au moins 40%. Aujourd'hui il est particulièrement impossible de trouver une maison de ville
dans Montpellier. C'est absolument impossible à trouver. Et si l'on devait prendre une photo pour quelqu'un qui ne connaît pas Montpellier, quelles sont les différences en termes de prix, d'évolution? Qu'est-ce qui se passe concrètement à Montpellier en matière Ce qui se passe à Montpellier aujourd'hui, vous avez déjà des secteurs. On va parler des secteurs, si vous voulez, un peu par secteur. L'écusson, comme vous dites très bien, l'écusson, on est entre 3 000 et 5 000 euros. Dans l'écusson, vous trouverez effectivement quand même vous trouverez pas de maison, vous trouverez très peu de surface moyenne avec des balcons ou avec des terrasses, c'est ce qui est demandé. Donc il y en a très peu, ce qui explique effectivement les moins 40%, puisque l'écusson, c'est vraiment l'écusson. Après, vous avez Antigone. Antigone, c'est un petit peu boudé parce que c'est Beaufil, c'est bien ça. Il y a des petits balcons qui sont courants, mais là on n'est pas excessif. Après, vous avez effectivement le réaménagement de la gare Saint-Roch qui redynamise un petit peu le quartier et qui va peut-être donner quelques lettres de noblesse, notamment peut-être sur la sécurité, parce que la gare a quand même une réputation un petit peu compliquée. Vous avez Port-Marianne, Nouvelle-Mairie, ici où nous sommes, là, qui est un quartier très demandé. Il y a une offre absolument atone, il n'y a pas d'offre, mais il y a une demande qui est très forte, et on arrive, si vous voulez, sur Port-Marianne, à un prix moyen à peu près de 5 500 euros le mètre carré. Et après, bien sûr, les quartiers qui sont extraordinaires, c'est les quartiers les Beaux-Arts, Boutonnais, qui sont les Arceaux, quartier familial, où là, on est sur entre 4 000 et 5 000 euros du mètre carré. Voilà, ça augmente partout, les prix de l'immobilier augmentent partout. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont encore un peu préservés ? Les secteurs préservés, c'est s'il y a une offre conséquente, parce qu'aujourd'hui vous avez tous les variables sont au beau fixe, les taux sont relativement faibles, la commission qui doit statuer sur l'obtention des prêts immobiliers n'a pas encore statué, mais ça va changer dans pas très longtemps. Donc aujourd'hui on peut obtenir facilement des prêts à des taux bas. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème d'offre. Aujourd'hui nous n'avons pas d'offre, effectivement, l'offre est complètement atone sur Montpellier, mais elle n'est pas atone que sur Montpellier, elle est atone quand même dans toutes les métropoles ont ce problème-là, avec surtout des chiffres de la construction de logements neufs qui sont dramatiquement bas, on en parlera tout à l'heure. Justement, une offre Est-ce que le confinement a augmenté, en termes d'usage, la demande de terrasses, de balcons, d'espaces verts, etc. Est-ce que les Montpelliérains ont pris finalement connaissance avec leur logement et se sont rendus compte en fait de la promiscuité relative dans laquelle ils vivaient? Est-ce que vous pensez que ça a un impact très importante déjà au niveau du confinement, c'est toutes les petites surfaces. Ça veut dire que les petites surfaces qui étaient occupées par les étudiants. Les étudiants sont partis, ce qui est normal, visio. Donc nous avons aujourd'hui à peu près plus 40% d'offres sur les petites, ce qui va fragiliser un petit peu mais ils vont revenir, non? Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Vous savez, je n'ai pas de relation directe avec nos politiques, ou j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que les choses ont beaucoup changé. Qu'est-ce qui va se passer demain? J'avoue que je ne peux pas le savoir. Personne ne peut pas le savoir. Est-ce que le fait que les touristes bien évidemment ne sont pas venus, qu'il y avait une offre Airbnb qui était quand même assez développée, est-ce que le report de ce qu'on a appelé les Airbnb dans les villes vers des logements meublés, par exemple, des offres meublées, est-ce que ça a eu un impact aussi? Est-ce que finalement la ville de Montpellier va avoir une offre de petite surface plus importante à cause justement du fait que les étudiants ou les touristes ne viennent moins Alors, il y a une chose qu'on analyse à Paris, par exemple. Effectivement, à Paris, en ce moment, on a quand même une baisse sur Paris. C'est qu'effectivement, les petites de 3%. Quand même significative. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les Parisiens ont quitté Paris et achètent des petites surfaces pour pouvoir être près de leur travail. Donc, on risque peut-être, comme Montpellier est une métropole, on risque peut-être d'avoir un retour sur des petites surfaces à Montpellier. C'est évident, c'est peut-être possible. Mais il est évident, je crois que le confinement à changer les habitudes, aussi bien pour les projets des promoteurs, parce que les promoteurs aujourd'hui, quelle vision ont-ils par rapport au permis, par rapport au fait qu'effectivement les locataires, les étudiants, les facultés ne sont plus là. Quelle va être la vision? Donc on va avoir effectivement un changement significatif au niveau de l'urbanisme. Christian Lepêtre, on a observé dans beaucoup de métropoles que des Parisiens ou des grands métropolitains quittent finalement leur résidence principale pour s'installer dans d'autres villes en privilégiant le télétravail. Est-ce que Montpellier attire aujourd'hui les Parisiens? Est-ce que vous sentez un mouvement
Alors, moi, je dirais, monsieur le maire, je dirais qu'il y a aussi bien sur Montpellier que dans tout le Biterrois. Aujourd'hui, dans la région, moi, je suis Biterrois, je suis plutôt Biterrois que Montpellierin. Dans la région, effectivement, avec la fibre, l'arrivée de la fibre, le télétravail explose complètement. Et moi, je dirige mon entreprise presque de ma campagne maintenant, parce que le télétravail change tout. Donc, les choses vont changer. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je pense qu'on ne peut pas le dire. Une réaction, monsieur le maire. Non, mais c'est extrêmement... Je prendrai la dernière partie là, de votre propos. Je pense que nous sommes à un moment de bascule. La question du télétravail, on va voir ce que les différentes organisations dans le cadre du dialogue social vont retenir, mais il y aura un avant et un après. C'est là. Et donc, effectivement, ça fait évoluer les schémas pour nous de répartition de la croissance démographique. On voit bien que l'arrière-pays qui pouvait se dévitaliser avec la réalisation du très haut débit peut redevenir attractif. Et d'ailleurs, c'est pas mal, parce que Montpellier ne peut pas absorber toute la croissance démosiographique. C'est 8 000 nouveaux habitants par an, c'est ça, à l'échelle de la métropole. 8 000. 8 000. Donc vous êtes ici, j'ai reçu le maire de Dunkerque, lui, il perd 1 000 habitants par an. Donc on n'a pas les mêmes... Pour nous, c'est un défi colossal qui pèse sur les prix dans un certain nombre de quartiers. Donc il y a un enjeu de répartition de la croissance démographique. Et y compris les étudiants, ça ne va plus être comme avant. Hein. Septembre, juin, ça va changer. En tout cas sur les Master 2, sur les thésards, on va voir des évolutions. Donc ça, les acteurs économiques doivent sans doute commencer à anticiper. Nous, en tout état de cause, il y a des choses qu'il faut appréhender dans le dialogue avec eux. D'abord, c'est au rendez-vous de l'espace public. C'est pour ça que nous avons une politique très volontariste d'achat d'espaces verts, voilà, pour essayer de mailler dans chaque quartier, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'avoir une ville plus dense et de ne pas avoir d'espace où ils peuvent promener leurs enfants, où ils peuvent sortir. Ce qui existe à Port-Marianne n'existe pas dans certains endroits de la ville. Donc là, on a du travail. Ça, c'est la puissance publique. Promoteur, il y aura un travail à faire sur la typologie de l'habitat. On voit bien que les petits logements qui ont pu être construits du fait de la crise de 2008 à l'époque, aujourd'hui ne peuvent plus répondre. Et donc, il va y avoir un enjeu autour de la typologie de l'habitat, et y compris pour pouvoir être capable de continuer à accueillir des familles dans la ville ou permettre à des familles de rester dans la ville. Nous, c'est ça qui est en jeu. Donc, voilà, il y a dialogue à avoir avec les professionnels. Il y a une puissance publique qui doit exercer son leadership en posant correctement les règles du jeu. Et dans la géographie que vous avez dressée, je dois quand même dire qu'il y a des choses que vous avez oubliées. Mais en ce moment, par exemple, l'ancienne friche militaire de l'EAI qui va être desservie par la ligne 5 de tramway. La ZAC de la République, nous on a une politique de réserve foncière qui nous permet de pouvoir lancer des constructions neuves et qui est diversifiée. Vous avez fait référence à Saint-Roch, et sur la question de la sécurité, ma compagnie de CRS, elle est placée là-bas, donc je voudrais rassurer les gens, parce que je ne voudrais pas qu'on laisse un petit sentiment de stéréotype sur la question de la sécurité à Montpellier. C'est une question qu'on prend à bras-le-corps ici. Voilà, à bras-le-corps. Le président de la République, il est venu amener 50 policiers. Moi, je crée 42 policiers dans les transports, plus 30 dans la question du logement social. Voilà, je veux être rigoureux sur ce sujet-là, parce que sinon on laisse entendre que ça vous déprécie un quartier parce qu'on dit qu'il y a de l'insécurité. Et dans les quartiers où c'est dur, on bosse, on travaille sur les politiques d'équilibre scolaire, on va essayer de travailler sur un rééquilibrage urbain, là où l'espace public est peu généreux, où il faut qu'on travaille là-dessus, pour faire en sorte de pouvoir accompagner au mieux ceux qui veulent investir et ceux qui ont des projets de vie. Michael Delafosse, c'est exactement ce que vous dites, en fait. C'est-à-dire que si on pointe des quartiers qui ont des besoins d'investissement en matière de sécurité, c'est ce que vous faites. Vous prenez à bras-le-corps une situation, vous en tenez compte. Le fait de dire qu'on a des quartiers qui sont parfois un peu à traiter spécifiquement, c'est pas forcément jeter l'opprobre sur un quartier, on est d'accord? Non, mais... puisque vous vous en préoccupez, donc c'est une bonne chose. On traite les problèmes. Voilà. Mais là, je ne peux pas laisser passer le fait qu'à Saint-Roch, l'ambiance de gare. Sur l'ambiance de gare, on travaille. Donc peut-être c'était vrai il y a un an. De dire qu'aujourd'hui... ça s'améliore. Non mais voilà, tout comme quand on laisse un bidonville dans la ville, comme le camp de Rome de Selle-Neuve, moi je fais le choix de m'y attaquer parce que
comme il paraît qu'il y a des projets autour qui vont permettre de loger des habitants, accompagner, c'est aussi un moyen d'accompagner les investisseurs et de leur envoyer un message de confiance. Mais je ne veux pas laisser planer l'idée qu'il y aurait une forme d'inaction ou quelque chose s'installerait. En tout cas, moi, je suis un maire qui suis extrêmement engagé sur ces questions de sécurité parce que je pense qu'elles sont indispensables, donc je ne laisse pas passer. Alors, vous avez bien raison. Je pourrais juste dire une chose. Excusez-moi, Christian. Moi, je suis le maire de Montpellier. Vous avez bien raison. Loin de Montpellier, mais je dois veiller à comment on parle de ma ville. C'est l'heure de parler de rénovation énergétique, n'est-ce pas? Avec la virgule, parlons mieux, bien mieux avec notre ami Pierre Leroy. Les clés de la ville, bien mieux avec Maxime.fr. Rappelle les grandes heures de la radio. Bonjour Pierre. Comment ça? M'appelez pas Julie. Bon. Je me permets. Bon. Pierre Bellemare. Quelles heures de la radio. Il nous a tous donné envie de faire de la radio quand on était gamin. Voilà. Alors, Michael Delafosse, je vous présente Pierre Leroy, qui est le fondateur de Maxime et qui est un grand spécialiste français de la rénovation énergétique. Bon élève, la ville de Montpellier? Très bon élève, pas grand-chose à dire. Non, je plaisante. Mais pas tant que ça. Mais là, vous pouvez dire, il y a un problème. Alors, je vais vous en parler. C'est une séquence de radio, un grand moment. Voilà. On va en parler. Mais effectivement, Montpellier est l'une des rares villes en France en croissance démographique positive continuelle. La ville gagne des habitants, on l'a dit tout à l'heure, depuis 1968. Aujourd'hui, elle compte près de 290 000 habitants et c'est la 7e ville du pays. Montpellier collectionne les titres, la ville la plus étudiante, la plus sportive, la plus verte. La ville, clairement, attire, c'est indéniable. La question, du coup, c'est de savoir comment on va réussir à loger décemment tous les habitants. Donc, tout d'abord, avec les datas qu'on a récoltées avec notre équipe chez Maxime, on constate que les actifs immobiliers sont plutôt récents et bien construits, de manière macro. C'est d'ailleurs l'une des premières fois où l'on voit ça. En clair, il n'y a pas d'urgence énergétique à proprement parler, avec un parc calamiteux, comme on l'a vu dans d'autres villes depuis le début de la tournée. C'est clair. Ça veut dire quoi? Eh bien, que les choses vont se faire progressivement avec un renouvellement et une réhabilitation du parc très qualitatif quand on analyse les DPE en détail, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. DPE, diagnostic de performance énergétique. Exactement, qui va devenir une pièce centrale qui va devenir opposable à partir du 1er juillet. Absolument. Tout à fait. Alors, il faut savoir ici qu'à Montpellier, on connaît environ 32% des étiquettes énergétiques, ce qui est pas mal, un tiers. Donc, et pour les appartements, quand on mélange et le parc ancien et le neuf, eh bien, le profil est plutôt intéressant, avec une majorité de D. C'est un des meilleurs profils obtenus jusqu'à présent. Le A et le B sont aussi très présents. Près de 20% des logements anciens et neufs réunis possèdent une étiquette A. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que c'est la première fois où le sujet rénovation énergétique n'est absolument pas évoqué dans le PLUI. On n'en parle pas, alors que dans tous les autres PLU qu'on a pu analyser, à chaque fois, c'était une des briques essentielles du sujet. Donc à Montpellier, on pourrait dire que bien construire est naturel depuis longtemps. Il y a, on le répète, un véritable savoir-faire, une expertise indéniable qui dénote par rapport aux précédentes villes de la tournée. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le mouvement d'entrepreneurs de la French PropTech est né en partie ici, chez vous, à Montpellier, grâce à un écosystème d'une trentaine de startups performantes. D'ailleurs, on va saluer, je crois qu'il est dans la salle, Michael Lalande. Est-ce qu'il est avec nous, Michael Lalande? Voilà, qui est vice-président de French PropTech, l'un des cofondateurs. Et il est le patron d'une entreprise, je ne sais pas si vous la connaissez, Michael Delafosse, qui s'appelle Idealis. Voilà, des parkings connectés. Et donc, exactement. Donc, ce mouvement social d'entrepreneurs, pour reprendre une terminologie qui vous est chère, Sylvain, est né donc en partie chez vous à Montpellier grâce à un écosystème donc de start-up au service de la ville. Je salue d'ailleurs Michael une deuxième fois, parce que c'est en fait ensemble qu'on a cofondé le mouvement. C'est vous deux d'ailleurs. C'est vous deux d'ailleurs depuis Nantes et Montpellier, parce que moi j'ai eu le plaisir de rejoindre le collectif en tant que vice-président de cette association. Et mouvement social d'entrepreneurs, monsieur le maire, parce que je tenais absolument à ce que dans la démarche de l'entrepreneuriat, il y ait une couleur sociale engagée et clairement citoyenne. Et je pense que c'est ça les défis du XXIe siècle, c'est d'arriver finalement à avoir cette virtuosité quelque part dans cet engagement. Et je sais que c'est votre souci. Exactement. Et donc à Nantes, d'ailleurs, on a déjà construit un bâtiment, on a édifié, pour reprendre vos termes, un bâtiment totem au cœur de l'île de Nantes.
autour désormais de Montpellier. Donc effectivement avec un bâtiment emblématique qui va sortir de terre, 15 000 m², l'une des vitrines en tout cas de ce savoir-faire montpelliérain. Le terrain est situé à Port-Marianne, donc dans l'un des quartiers les plus dynamiques de la ville. Le bâtiment comprendra 3 500 m² de bureaux, près de 7 000 m² de logements sociaux, libres, accessibles. On va être au-delà des 60% de mixité sociale dont vous parliez tout à l'heure. Et au-dessus, le bâtiment PropTech avec 2 autres bâtiments à côté, soit une centaine de logements au total. Formidable. Et il y aura également des commerces et des activités en pied d'immeuble. Bref, c'est top. L'idée, c'est d'accueillir ce vivier d'entreprises innovantes pour repenser la ville de demain, pour l'adapter aux nouveaux usages et pour continuer de booster l'attractivité de la ville et pour proposer une offre d'emploi aux jeunes diplômés qui sont effectivement très attirés par la ville de Montpellier. Bref, Montpellier a la chance d'être aux avant-postes grâce à des talents engagés sur le territoire. Il faut la garder, cette chance, pour relever les défis immenses du secteur après cette pandémie, parce que nous voulons tous et toutes des villes plus désirables, plus soutenables, avec un défi collectif à relever, améliorer la qualité de vie des habitants. Bravo, Pierre. C'était magnifique, extrêmement intéressant. Ça vous fait plaisir ce que vous entendez ? Oui, ça me... La deuxième partie... traduit l'énergie de la ville et je veux la saluer. On a une ville qui est... dans la campagne électorale, quand il y a des débats sur l'économie, on parlait beaucoup du BTP, du commerce, tourisme, tout ça c'était normal. Mais on n'a pas assez parlé d'écosystèmes assez incroyables dans le champ du numérique, dans les énergies renouvelables, dont la classification vous entrez, sur les ICC. Ici, c'est un des phares de la création de jeux vidéo, avec Ubisoft bien sûr, mais Dwarf qui maintenant produit pour Netflix. France Télévisions a ces plateaux qui sont installés et investissent. Et cet écosystème est méconnu, mais extrêmement dynamique et créateur d'emplois. Celui de la santé, de l'alimentation, lui aussi, est très dynamique. Et donc ça participe de l'identité de la ville et notre capacité à accueillir des entrepreneurs, des entrepreneuses pour créer, porter des projets, atteindre une maturité. Et de ce point de vue-là, c'est un enjeu. Et le territoire doit être capable d'une logique de bac à sable pour les aider à tester. En tout cas, moi, je suis très soucieux de ça pour qu'on abaisse le seuil de l'innovation, que l'innovation soit à portée de main et que l'esprit d'entreprise inspire et traduise l'identité de Montpellier. Ça existe. Il faut amplifier fortement. J'ai parlé tout à l'heure de ma grande inquiétude, notre rapport à la Chine. Vous voyez, il faut que les territoires s'impliquent pleinement parce que sinon, on va continuer à se déclasser et ça, nous ne le faisons pas. Le deuxième point, là, je nuancerai. Bien sûr qu'on a beaucoup de A sur le confort thermique de l'habitat. Ça renvoie à la structure d'une ville qui a beaucoup construit ces dernières décennies et les hommes de l'art, les hommes et femmes de l'art ont fait des performances. Et d'ailleurs, j'ai des souvenirs où on était déjà très prescriptif en la matière. C'est des défis qui ont été relevés. Là où je dois nuancer, c'est que dans la croissance toujours très rapide des années 60-70, on a d'immenses copropriétés. Et on a un centre ancien. Et la métropole que je préside a des cœurs de village. Et là, il y a un challenge. Et là, il y a du travail pour les artisans, pour les professionnels. Et donc... dès mon élection, soucieux d'engager la transition écologique et solidaire du territoire, nous avons dans ce budget inscrit une enveloppe qui permet de donner à chaque personne 1 300 € pour rénover son logement. Métropole. Avec la région, 1 300 €, plus la prime rénov' d'État. On peut cumuler. Hein. Et que nous mettons, et nous gérons le cumul. Nous gérons le cumul. Ce n'est pas les gens qui vont là, à l'agence locale de l'énergie, et nous finançons jusqu'à 90 € le diagnostic pour pousser. Pourquoi nous faisons ça ? Parce qu'on a besoin d'engager la rénovation thermique du bâtiment plus ancien, parce que là, il y a des questions de précarité énergétique auxquelles nous devons être très attentifs. Il y a cette idée aussi qu'on peut rénover l'ancien, et dans la géographie des quartiers qui était donnée tout à l'heure, finalement, la compléter. Et puis, c'est du travail pour nos artisans, nos entrepreneurs qui en ont besoin. Et donc, nous avons positionné dès ce budget cette aide, je m'en fais ici l'écho, et je ne doute pas que vous en ferez le relais, voilà, pour soutenir l'activité et être au rendez-vous de la relance,
parce qu'on sait il risque d'y avoir un trou d'air, et donc il faut qu'on soit très présent. Et à travers ce dispositif, je souhaite que notre écosystème autour du renouvelable, autour du bien bâtir, il y ait un Made in Montpellier. Alors vous êtes nantais. Mais vous êtes associé à Montpellier. Non, mais une ville que vous connaissez bien. Ici, très bien, qui nous inspire beaucoup. J'en parlerai un peu peut-être tout à l'heure quand même, parce que Nantes fait référence, bien sûr. Et il faut être complémentaire. Mais parce qu'ici, on construit beaucoup. Et il faut que nos entrepreneurs qui travaillent dans le champ du BTP, ils soient au top niveau sur ces sujets. Parce que si ils savent le faire à Montpellier, tous les autres maires que vous voyez, ils ont ces défis de la transition écologique. Et moi, je défends une conception positive de l'écologie qui nous tire vers le haut, qui nous améliore. Voilà. Et donc, demain, notre ville, Montpellier, elle doit être sobre du point de vue de sa consommation d'énergie. Elle doit être décarbonée pour préserver la France de l'influence géopolitique sur le pétrole, sur sa balance extérieure qui est déficitaire parce qu'elle n'est pas bonne sur l'énergie, et que tout simplement, quand on paye moins cher son énergie, on peut se cultiver, aller dans les commerces, on peut peut-être faire le choix d'un projet immobilier plus ambitieux que ce que le budget pouvait annoncer. Voilà, donc tout ça, c'est des cercles vertueux que nous devons accompagner, et grâce à des innovateurs comme vous, on va avancer. Merci. Alors effectivement, on peut l'ajouter. On a l'habitude, Pierre. On va de ville en ville. Et c'est vrai que si on devait faire un ranking des villes qui sont les mieux notées, Montpellier, aujourd'hui, c'est un peu la ville totem. On est d'accord là-dessus ? Clairement, en tout cas sur les 10 premières villes qu'on a. Bon, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez une dimension. Alors c'est important ce que vous disiez pour l'écologie, vous avez une vision positive et pas dogmatique de l'écologie. C'est intéressant. Vous êtes aussi proactif et pragmatique. On est d'accord, monsieur le maire ? Si vous voulez, moi, l'écologie, c'est indispensable. Moi, j'ai des enfants. Il faut... voilà, on doit changer, tous changer. Le réchauffement climatique, à Montpellier, on le vit. La Comédie fait 48,5 degrés en juin. On connaissait ça avant le 6-7 août. Le trait de côte recule. Et tous ceux qui fréquentent la plage, je fais de la promotion touristique en même temps, mais quand même, on perd 1-2 centièmes. Il y a des points d'alerte qui nous obligent, qui nous engagent. Donc, il faut engager cette transition. Mais moi, j'ai fait campagne en disant l'écologie est une chance. Et je veux emporter non pas une vision de culpabilisation, en disant non, elle doit entraîner. Et je le dis, nous on fait une mesure qui apparaît, qui est la gratuité des transports. On va rendre les transports décarbonés en libre accès. C'est un choix budgétaire conséquent qu'on porte, mais qui demain dit, voilà, plutôt que de perdre du temps aux embouteillages, vous montrez dans les transports collectifs, ils sont en libre accès pour les habitants de la métropole. On doit porter ça. La rénovation thermique des bâtiments, c'est une chance. Et donc moi je dis, il faut qu'on investisse donc sur nos choix budgétaires en investissement, on y va. Et c'est comme ça qu'on doit porter. Après, il y en a, ils vont s'enfermer dans des positions. Après, oui, on peut ne rien faire et parler d'écologie. Je ne serai pas ce maire-là. Je pense qu'on doit dire clairement qu'on doit entrer en transition, passer d'un point A à un point B. C'est un formidable défi pour les acteurs économiques. C'est une formidable énergie pour les citoyens. Et pour les responsables politiques, c'est un challenge. Agir, oui, en parler un peu, mais agir surtout. Monsieur le maire, on enchaîne tout de suite avec une séquence. On parlait des promoteurs. Moi, je vous propose qu'on parle territoire avec un promoteur très connu dans la région. C'est Roch Angelotti qui va nous rejoindre sur le plateau tout de suite après ça. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. La rubrique Parlons territoire, on va la parler plus précisément de logement neuf avec Roch Angelotti. Bonjour, directeur général du groupe Angelotti, promoteur immobilier. Bonjour, merci d'être présent sur le plateau. Avec plaisir, merci à vous. Alors, pour cette rubrique Parlons territoire avec le parrainage d'Arkea Banque, entreprise institutionnelle, alors on parle de pénurie dans le neuf à Montpellier, on a commencé à l'évoquer, maintenant il y a aussi des choix politiques, des choix aussi en matière d'écologie. Depuis le premier confinement, donc la construction neuve tourne au ralenti, mais il y a quand même des signes de reprise. Alors côté mise en vente, en regardant les chiffres de la promotion sur Montpellier, sur un an, la situation est dans le rouge. Mise en vente du premier trimestre 2021 en baisse de moins 17% par rapport à l'année précédente. Par contre, depuis peu, il y a des signes de reprise dans les ventes.
dans le vert, 1151 réservations au premier trimestre 2021, des réservations qui sont en hausse de 32%. Quelle est la situation à Montpellier dans le neuf, monsieur Angelotti ? La situation est complexe. Vous l'avez dit, les ventes se réalisent. La ville de Montpellier attire, le territoire de la ville de Montpellier attire beaucoup de gens de la France entière. La ville de Montpellier intéresse, la ville de Montpellier étonne et elle attire pour son climat, pour son urbanisme, pour sa qualité de vie. Donc ça, je pense qu'il vaut mieux s'en féliciter. Au-delà de ça, je pense qu'il y a forcément une temporalité dans l'activité immobilière entre les mises en vente et les ventes. Les ventes, effectivement, s'opèrent bien. Ça, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est le prix de vente. Vous n'avez pas parlé du prix de vente sur le neuf. Autour de 5 000 € du mètre carré à peu près en moyenne. Hein. C'est ça sur Montpellier, voire beaucoup plus. Je crois que c'est à peu près ça. Je crois que c'est trop cher. Ouais. On a un souci sur ça. On peut construire du logement neuf abordable ? Bien sûr. Bien sûr, parfaitement. Avec, pour moi, des charges foncières qui doivent être maîtrisées, qui doivent être contrôlées, encadrées, je pense, maîtrisées et régulées. Ensuite, il y a peut-être effectivement, je pense que ce qui va aussi amener une maîtrise des prix de sortie sera aussi un plafonnement ou un encadrement des loyers, c'est certain. Aujourd'hui, quand je vois un peu la texture du marché des acquéreurs, on concerne qui ? On concerne des accédants fortunés, on concerne des investisseurs. Alors je ne pense pas comme certains que la propriété immobilière soit une fin en soi, mais je pense qu'il faut une certaine mixité. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre métier, notre activité de promoteur et de réalisateur de logement consiste à produire du logement pour tous. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que par cette évolution des prix, qui n'est pas une bonne nouvelle, on est discriminant, clairement. Et ça, je pense que ça n'est pas ce que doit représenter la ville de Montpellier et ce n'est pas ce que les Montpelliérains méritent. Alors vous êtes discriminant parce qu'effectivement, vous avez accès à un foncier qui est trop cher et parce qu'effectivement, ça impacte votre prix de sortie. Donc du coup, effectivement, monsieur le maire, une réaction là-dessus. Comment on fait pour rendre finalement vertueux la construction de logements neufs dont vous avez besoin, vous l'avez rappelé, dans des conditions économiques, climatiques aussi et écologiques, et avec la maîtrise du foncier. Est-ce qu'un élu a le pouvoir, non mais concrètement vraiment, est-ce qu'un élu a le pouvoir d'essayer de réguler ça ? Et puis sinon, il faut faire autre chose. Il faut essayer de traiter ce sujet. Je vous ai dit tout à l'heure. Il faut maîtriser le foncier. D'ailleurs, Montpellier avait une tradition de maîtrise du foncier. Mais ça s'est dérégulé. Donc il y a des acteurs qui ont fait n'importe quoi parce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Donc il faut des fonciers maîtrisés. Puissance publique en a. Elle doit en réidentifier, qui permettent de fixer des charges foncières qui ne pèsent pas trop dans le coût du logement. Des fois, dans les zones... moi, je crois beaucoup à la ZAC. C'est le territoire de projet, c'est là où on pense une pensée, on travaille ensemble. Voilà, l'ensemble des acteurs sont partie prenante, etc. Donc, moi, je souhaite, dans le mandat qui est le mien, réinvestir cet outil-là pleinement, qui a été, à mes yeux, moins utilisé. Il y en avait. Et parce que parfois, dans le livre, on voyait des surenchères, promesses où on disait on achète 1 000 € du mètre carré. Évidemment, après, ça sort très élevé. Et en plus, ça sortait pas dans les endroits où les investisseurs étaient sûrs que... Bon, on tourne la page, mais il fallait que je le dise. Ensuite, nous, on va développer un office foncier solidaire pour travailler sur les mécanismes d'acquisition. Le BRS, par exemple, vous partagez l'idée du BRS ? C'est des choses qu'on regarde aujourd'hui. Je dis, voilà, qui sont des pistes qu'il faut pour pouvoir préserver l'équilibre social de la ville. Je parlais tout à l'heure... Moi, je prends tous les outils que le législateur nous donne et qui peuvent être d'ailleurs des mécanismes qui peuvent sécuriser des opérations. Voilà. Vous savez, moi, il y a un atout à Montpellier. C'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs immobiliers. Donc, on peut aussi les challenger. D'ailleurs, ils aiment la concurrence. Parfois, c'est un peu dur, mais voilà. Et donc, sur ce type de projet, et c'est ce dialogue-là qu'il faut pouvoir construire parce que, comme Angelotti partage ce diagnostic, c'est une très bonne nouvelle. Parce que, effectivement, quand on a porté un projet immobilier, on a envie de se dire qu'il y a des gens qui s'y retrouvent. Si il n'y a qu'une catégorie de population qui s'y retrouve, bon, on n'a pas réussi. Le maire, c'est pas bon.
celui qui promeut le projet, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on arrive à cet équilibre-là. Donc, la stratégie qui sera la nôtre, c'est d'être très lisible avec notre aménageur sur les territoires de projet, les ZAC, avec des temporalités qui permettent d'être en résonance du marché. C'est la culture de l'aménagement, c'est de dire où ça se passe, là où ça ne se passe pas, mobiliser un certain nombre d'outils type l'office foncier solidaire, on a beaucoup de retard là-dessus, que nous allons créer pour réussir à faire cela. Mais juste pour bien comprendre, y a-t-il beaucoup de projets qui étaient prévus, qui sont aujourd'hui bloqués ou qui doivent être remis en cause, à revoir la copie pour se rendre compte ça concerne combien de logements et combien de projets immobiliers? Je vais vous répondre. Aujourd'hui, tous les projets Orza qui sont bloqués par des contentieux, par des gens qui font des pétitions et qui disent on ne veut pas de ce projet. Et des gens qui disent purée, j'ai habité dans cet appartement, mais il n'y a pas de place à l'école pour mon fils. Donc oui, là, je sais que ça ne plaît pas beaucoup à la profession quand je tiens ce discours, mais je préfère être très franc. Là, il y a un problème d'acceptabilité. Et les Montpelliérains, ils aiment leur vilain. Et d'ailleurs, ils ont un consentement à la construction que peu d'autres villes en France ont. Donc, moi, je suis là pour essayer de redéfinir du projet urbain. Et donc de dire, voilà, quand je suis devenu maire avec la ZAC de la République sur Port-Marianne, je rencontrais son architecte Nicolas Michelin et que je découvre que rien n'a avancé, je vais accélérer parce que là, il y a des opérations qu'il faut lancer. Quand on me dit que le AI va finir en 2003, vous rêvez ou quoi? Le tramway, il sera en 2025. Raison de plus pour accélérer. Par contre, quand des opérateurs viennent me voir pour un permis qui va détruire une maison, donc un bien immobilier qui est très recherché sur Montpellier, pour me sortir du logement où j'aurai 20 Pinel dedans, et que je vais avoir une école qui ne pourra pas accueillir de manière satisfaisante les enfants, ça, je dis non. Ça, je dis non. Et je pense qu'il faut assumer ça. Enfin, Montpellier est attractif, mais ce n'est pas le Far West. Et pas à n'importe quel prix. Et pas à n'importe quel prix. Roch Angelotti, vous promoteur, vous entendez le premier magistrat de la ville avoir cette vision très carrée, très pragmatique. Ça vous inspire quoi, effectivement? Donc concrètement, il y a des permis qui ont été retoqués, revus, parce qu'effectivement, ils ne s'inscrivent pas dans cette démarche proactive que vous avez instillée dans vos promesses de campagne et depuis que vous êtes aux affaires, monsieur le maire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Roch Angelotti, parmi vos confrères, parmi vous? Est-ce que vous avez des projets à l'arrêt, par exemple, aujourd'hui? Moi, à titre personnel, j'ai des projets qui sont en réexamen, qui sont en retravail. Bon, je pense effectivement qu'il faut participer à une réflexion qui est une réflexion d'évolution. L'urbanisme, c'est une science de la vie. Beaucoup ont pensé que c'était un dérivé de l'architecture. Non, c'est une science de la vie. C'est une science qui, forcément, comme la vie, évolue, et avec les mœurs et avec les usages. Donc, il y a quelques mois, on a découvert finalement une nouvelle consommation, un nouvel usage du logement au travers des contraintes liées aux mesures de confinement qui nous amènent nécessairement à redécouvrir, à réexaminer la vision qu'on doit avoir d'un logement. Des logements, moi je crois en des logements plus grands, je crois en des typologies effectivement plus familiales. Les prix dont on parle là sont liés aussi à une typologie, à une concentration sur des petits logements. Pourquoi? Parce que ça fait des petits prix, tac, tac, tac. Très juste. Voilà. Et ça, je pense que c'est pas une fin en soi non plus. On est là pour loger certes des étudiants, on est là pour loger des jeunes couples, mais je pense qu'on est beaucoup moins jeunes couples dès qu'on commence à avoir un enfant à partir de 30 ans. Et il reste à partir de là entre 40 et 50 ans de vie. Et aujourd'hui, quelle est la proportion de grands logements à partir du T3? On appelle grand logement à partir du T3 quand même. Je pense qu'il y a aussi un souci un petit peu dans la formule au départ. Donc vous comprenez ce que dit monsieur le maire, et donc finalement vous partagez, si je vous écoute bien, cette vision politique. Oui, je la partage. Je regrette effectivement que le territoire de Montpellier manque un peu d'opportunités foncières. J'entends que la municipalité ne souhaite pas, et je partage complètement et depuis toujours cette vision, dénaturer des quartiers qui étaient des quartiers de maisons de ville ou des quartiers pavillonnaires ou des quartiers du petit R+2. Je comprends très bien que le document d'urbanisme l'autorisait avant, on n'a pas petit à petit à complètement fracasser l'image qu'on peut avoir d'un quartier avec ses usages, avec son
confort de vie avec sa résidentialité. Donc effectivement, le diffus, attention. Travailler sur des friches, oui. Travailler dans le secteur aménagé, je regrette effectivement beaucoup que, et je le vois et je le constate parce que ça c'était aussi un problème dans la production de logements, ces recours sont catastrophiques, ces recours ralentissent tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de logements, moi effectivement j'ai quelques opérations qui sont en réexamen aux côtés des services de la métropole et de la ville, mais aujourd'hui combien de logements sont bloqués par des recours? Quand vous dites recours, vous parlez des recours abusifs, surtout, bien sûr. Recours abusifs. Recours abusif, oui, recours abusif, oui, crapuleux. Il y a parfois des... Voilà, il y a pas... crapuleux, je pense qu'on peut le dire. Non, mais vous pouvez le dire, il y a des personnes, je vous le dis, mesdames et messieurs, qui écoutent nos spectateurs et nos téléspectateurs, que des personnes parfois, effectivement, s'amusent à utiliser la loi pour essayer d'en tirer bénéfice, effectivement, mais c'est quand même assez marginal. Monsieur le maire, je crois que vous devez partir, bien évidemment. On a été très honorés de vous accueillir sur le plateau. Merci à vous. Voilà, alors moi je vais vous donner un conseil, surtout changez rien, parce que franchement on rencontre beaucoup de maires, et vous êtes très singulier, vous resterez véritablement, on aura plaisir à revenir vous voir, monsieur le maire, si vous acceptez une autre invitation. Plaisir. Très beau sujet. C'est en tout cas un sujet majeur. Et merci encore à vous pour ce que vous faites. Voilà, je vais vous laisser aller. Merci. On va apporter la conclusion. Restez avec nous, Roch. Voilà, merci monsieur le maire. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même, monsieur le maire, d'être déplacé. Merci à vous. Merci. Voilà, Michael Delafosse, maire de Montpellier, qui a accepté de faire cette émission. Merci, Rocangelo-Ti, de rester sur le plateau. Effectivement, bon, c'est intéressant d'avoir eu un maire, Olivier Marin, qui a répondu directement à tes questions. De façon très transparente. De façon très transparente, très directe. D'accord, pas d'accord, mais la vitalité d'une démocratie, mon cher Rocangelo-Ti, c'est aussi la capacité à débattre ensemble, même si on n'est pas d'accord. Voilà, c'est la fin de cette émission. Voilà, le 8e numéro des Clés de la Ville qui va clôturer la saison. On va se retrouver tous à partir du mois de septembre. Remerciements à nos amis de Maxime.fr, remerciements à Alain Hervé, le patron d'Arkea Bank, qui nous a permis aussi de réaliser cette opération. Merci aussi à Cédric Lavaux, président de l'AMEPI, l'ensemble des équipes de l'AMEPI de nous avoir accueillis, d'avoir organisé ce système. Un petit clin d'œil aussi à Aurélien Deleu qui nous écoute. Voilà, merci en tout cas à toutes et à tous. Olivier, on va se retrouver bientôt. Merci, on va se retrouver à la rentrée. On va démarrer, puisqu'on va recommencer une prochaine saison et on va vous retrouver, je crois que c'est à Bordeaux, la ville de Bordeaux, à partir de la rentrée septembre. Ça a été un plaisir, une belle année. Au Figaro Immobilier, on est ravis de ce partenariat. On est très contents. Et c'est une façon de... dans les petites villes, dans les grandes villes, ouais. Voilà, comme des saltimbanques, on ira au contact. C'est important d'aller au contact. On ne peut pas tout faire en digital. On ne peut pas tout faire en télétravail. Voilà, je dis ça à Christian qui nous écoute. Voilà, et effectivement, allez à votre rencontre professionnelle de l'immobilier, habitant, usager, pour parler de vous, pour parler de votre habitat, du confort dans l'habitat et du bien-être, comme vous l'avez rappelé, Rocangelo-Ti. Merci beaucoup et belles vacances à tous. Les Clés de la Ville, en direct de Montpellier, une coproduction Radio.imo et le Figaro Immobilier, présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier AMEPI, Arkea Bank et Maxime.fr, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de téléchargement.